Bienvenue à tous, merci de vous informer sur RTI 1. Ahmed Bakayoko est depuis ce 30 juillet le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense de Côte d'Ivoire. Le chef de l'État a signé ce matin son décret de nomination. Nous vous proposons dans ce journal un portrait de l'homme. Réunion du Conseil national de sécurité ce jeudi. Il en ressort plusieurs décisions, notamment celle très attendue des acteurs des secteurs culturels et événementiels. L'ouverture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle à partir de demain, 31 juillet. Demain vendredi, la communauté musulmane de Côte d'Ivoire célèbre l'Aïd el-Kébir, encore appelé Tabaski, la plus importante des fêtes en islam. Et un des rites de cette célébration reste le sacrifice d'une bête. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a donc fait une visite de différents marchés à bétail en ces derniers moments avant la fête. Et puis en sport football, 3 candidats ont officiellement déposé leur dossier de candidature pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football. Il s'agit de Kouadio Paul, Sori Diabaté et Idriss Diallo. L'élection va se tenir le 5 septembre prochain. Bonsoir à tous, bienvenue. L'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire est en fin de mission. Il a été reçu par le chef de l'État ivoirien. Le diplomate canadien est allé faire ses adieux au président Alassane Ouattara. Chiram Kofi Abola. Une mission qui en est à son terme, c'est la mission diplomatique de Julie Schuldis du Canada sur le sol ivoirien. La diplomate canadienne a rendu à cet effet visite au président de la République, Alassane Ouattara, en sa résidence de la Riviera Golfe ce jeudi. Un moment d'adieu que l'hôte du chef de l'État a voulu partager avec lui. La diplomate canadienne en a aussi fait une occasion pour souhaiter ses condoléances au président de la République après le décès du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et réaffirmer le renforcement de la coopération entre les deux pays. C'est la fin de mon mandat comme ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire. C'était pour moi la chance de saluer Monsieur le Président, d'offrir mes condoléances en personne suite au décès de Son Excellence le Premier ministre et de parler de l'approfondissement des relations entre le Canada et la Côte d'Ivoire. Au cours de mon mandat, on a parlé des investissements du Canada qui sont faits ici, on a parlé des échanges que nous avons faits, de l'apprentissage partagé entre nos deux pays. La diplomate canadienne s'en va. Elle quitte la Côte d'Ivoire après y avoir passé 3 bonnes années. La Côte d'Ivoire a un nouveau Premier ministre. Ahmed Bakayoko vient d'être nommé à ce poste. Il occupait le fauteuil de ministre d'État, ministre de la Défense, et assurait depuis mars dernier l'intérim de l'ancien Premier ministre. Nous vous proposons le communiqué de la présidence de la République. Le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a procédé ce jeudi 30 juillet 2020 à la signature d'un décret portant nomination de M. Ahmed Bakayoko en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, fait à Abidjan le jeudi 30 juillet 2020. Qui est donc Ahmed Bakayoko, le nouveau patron de la primature de Côte d'Ivoire? Comment définir celui qui mettra désormais en musique l'action gouvernementale ivoirienne? Alexis Ouedraogo nous dresse son portrait. À 55 ans, Ahmed Bakayoko est le nouveau patron de la primature. Journaliste, homme politique, l'ancien ministre d'État, ministre de la Défense depuis 2017, né le 8 mars 1965 à Abidjan. Il fait ses classes au Collège moderne d'Adjamé et assumera des responsabilités à la tête de plusieurs associations estudiantines, dont l'Amicale des élèves et étudiants ivoiriens au Burkina Faso en 1986 et la jeunesse estudiantine et scolaire du PDCI en 1990. À 25 ans, Ahmed Bakayoko devient directeur de publication du quotidien Le Patriote. 3 ans plus tard, en 1993, il prend les commandes de la radio Nostalgie en Côte d'Ivoire. En 2000, il devient PDG de Nostalgie Afrique. Sa vie d'homme politique, il l'a bâtie au sein du RDR.
Lors de la constitution du gouvernement de réconciliation nationale, il obtient le poste de ministre de Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, un poste qu'il occupera de mars à avril 2011. Avril 2011, il est ministre de l'Intérieur de Côte d'Ivoire et ministre d'État. Il est reconduit comme ministre de l'Intérieur dans les gouvernements de Jano Kwadwo-Oussou, Daniel Kablan Duncan et Amadou Gon Coulibaly. En juillet 2017, Ahmed Bakayoko est cette fois nommé ministre de la Défense et reste ministre d'État. À ce poste, il gère une armée qui s'est déjà mutinée à plusieurs reprises en cette année 2017. Lors des élections d'octobre 2018, Ahmed Bakayoko est candidat à la mairie. L'homme a la force de son charisme et sait électriser les foules. Il est élu maire de la commune d'Abobo. En mai 2020, alors que le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly est évacué vers la France pour raison de santé, c'est lui qui assume l'intérim à la tête du gouvernement. Ce 30 juillet 2020, Ahmed Bakayoko célèbre ses 25 ans de mariage. Et le tout nouveau chef du gouvernement ivoirien a pris part ce jeudi à la réunion du Conseil national de sécurité. Il a été question, entre autres, du point face à la lutte contre la maladie à coronavirus. Au titre des mesures arrêtées par le gouvernement lors de cette rencontre, l'état d'urgence qui est maintenu en Côte d'Ivoire jusqu'au 31 août. Le Conseil de sécurité tenu ce jour en a décidé ainsi et il a été décidé de l'ouverture des bars, boîtes de nuit, cinémas et lieux de spectacle à partir de demain, 31 juillet. Le Conseil national de sécurité, après analyse de la situation épidémiologique et des conséquences économiques, notamment dans le secteur du divertissement, a pris note de l'engagement des acteurs à promouvoir les mesures barrières et à contribuer fortement à la sensibilisation des populations contre la pandémie. Tenant compte de la situation et après avis du comité scientifique, le Conseil national de sécurité décide du maintien de l'état d'urgence jusqu'au 31 août 2020, du maintien de la fermeture des frontières terrestres et maritimes, de l'ouverture des bars, des boîtes de nuit, des cinémas et lieux de spectacle à partir du 31 juillet 2020, dans le strict respect des mesures barrières, notamment le port du masque, le lavage des mains et la distanciation physique. De la reprise des rassemblements sur l'ensemble du territoire, sur autorisation des préfets et après avis des autorités sanitaires, du maintien du confinement obligatoire de toutes les personnes vulnérables, y compris les femmes enceintes, de la poursuite des actions de communication et de sensibilisation communautaire en lien avec les collectivités, le corps préfectoral, les leaders religieux, les autorités traditionnelles, les travailleurs sociaux et les agents communautaires. De la prorogation à titre exceptionnel pour une période de 3 mois, à savoir de juillet à septembre 2020, du paiement des primes au personnel de la santé et aux forces de défense et de sécurité. De la mise en place d'un circuit spécifique des textes au profit des voyageurs dans le cadre de l'ouverture des frontières aériennes dans le respect des dispositions internationales et des mesures sanitaires requises à la sécurité dans l'environnement du voyage. Ce dispositif sera à la charge du voyageur. Le Conseil national de sécurité invite les populations à aider le corps médical et les autres acteurs qui ne ménagent aucun effort pour accomplir leur devoir en respectant scrupuleusement les mesures barrières. Et pour ce jeudi, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré 165 nouveaux cas de Covid-19 sur 1720 échantillons prélevés, soit 9,6% de cas positifs. On note également 367 guéris et un décès. On s'intéresse maintenant au conseil politique du RHDP tenu hier mercredi. Il s'est réuni pour analyser la situation sociopolitique nationale suite au décès de son candidat à l'élection présidentielle. La réunion a été présidée par le président du RHDP, le chef de l'État Alassane Ouattara. À l'unanimité, les militants ont réclamé et plébiscité sa candidature. Mama Traoré.
La dernière fois que le RHDP s'était réuni au Palais des Congrès du Sofitel Hôtel Ivoire, c'était pour désigner son candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. 4 mois après, dans cette même salle, le destin impose au parti de refaire l'exercice car son challenger, Amadou Gon Coulibaly, n'est plus. Malgré la douleur, les militants du RHDP ont réservé un accueil chaleureux au président du parti, le président Alassane Ouattara. Une ferveur qui n'a pas occulté les enjeux de cette rencontre, enjeux situés dès l'entame des travaux par le directeur exécutif du RHDP. Aujourd'hui, mercredi 29 juillet 2020, devant vous, Monsieur le Président, les bases du parti, délégués sous-préfectoraux, communaux, départementaux, régionaux, ainsi que les élus vont encore tous, unanimement, devoir poser la même difficile et lancinante question qui trouble l'esprit des militants du RHDP et inquiète profondément nos concitoyens. Toutes les composantes de notre parti sont réunies ce jour pour partager avec vous leur analyse de la situation et leur point de vue. Qui sera notre candidat à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 ? Cette réponse, elle viendra des élus et des différentes instances du parti. Il nous faut un candidat qui rassure aussi bien nos militants, les Ivoiriens et l'international. Excellence, Monsieur le Président, ce candidat, c'est vous. Nous, députés, représentants du peuple souverain, nonobstant votre volonté de passer le flambeau à une nouvelle génération, nous nous joignons aux cris de cœur lancés depuis les hameaux, les villages, les villes de Côte d'Ivoire pour vous supplier de bien vouloir accepter un ultime sacrifice pour la patrie en retardant votre retraite politique. Monsieur le Président de la République, notre choix, le choix des présidents de conseils régionaux et des gouverneurs du district n'est pas négociable. Et ce choix, c'est vous. Nous, jeunes du RHDP, vous demandons solennellement de bien vouloir accepter d'être le candidat de notre grand parti à l'élection présidentielle d'octobre 2020. Les femmes du RHDP, dans le secret espoir de voir leur requête acceptée par le président Alassane Ouattara est résolument engagée à prendre une place prépondérante dans cette campagne pour la stabilité de la Côte d'Ivoire, décide de payer la somme de 70 millions de francs CFA, dont 50 millions pour la caution et 20 millions pour la contribution à la campagne. Ce plébiscite portant Alassane Ouattara comme candidat du RHDP à la prochaine élection présidentielle sera entériné par la résolution finale de ce conseil politique. Le conseil politique du RHDP, soucieux de maintenir dans le pays la paix et la stabilité retrouvées grâce à la gouvernance du président Alassane Ouattara après la longue crise, décide que Son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, président du RHDP, est le candidat du RHDP à l'élection présidentielle du 31 octobre 2020. Mais les militants du RHDP devront encore attendre pour savoir la décision finale de leur mentor. Je prends acte donc des résolutions du Conseil politique et de votre demande. Je voudrais donc vous assurer que je suis avec vous. Je suis avec vous. Je suis avec vous parce que nous devons faire en sorte que la Côte d'Ivoire continue dans la paix. Nous devons faire en sorte de mettre l'intérêt supérieur des Ivoiriens, de tous les Ivoiriens, au-dessus de nos intérêts et de notre vision personnelle. Donc je vous demande de me laisser le temps du recueillement. Mais vous savez que je ne vous ai jamais déçu. Et je ne vous
Je ne vous ai jamais déçu. Je ne vous décevrai jamais. Et je veux que vous sachiez que je tiens à la victoire du RHDP le 31 octobre 2020. Et je tiens à la cohésion au sein de notre grand parti. Je peux vous dire que cela est une priorité pour moi. C'est sur ces propos rassurants que s'est refermée cette réunion du Conseil politique. Suivons maintenant quelques réactions de cadres du parti après cette rencontre importante pour l'avenir du RHDP. Notre résolution montre très bien que le RHDP est dans une dynamique où nous souhaitons que le président réponde favorablement parce que cette ferveur militante a besoin d'un chef. Et le président Alassane Ouattara est le chef. Nous sommes confiants que les militants ne seront pas déçus à l'heure où il se prononcera. Et telle est la situation que nous constatons. Et ce conseil politique révèle deux faits majeurs. Nous avons enregistré un décès important. Nous avons également enregistré des départs. Mais cela n'a rien changé dans les fondamentaux de notre parti. La cohésion est de mise. Le deuxième fait, c'est que nous avons une tête, un dirigeant, un guide, et en qui chaque militant trouve un refuge. Nous sommes rassurés que la Côte d'Ivoire ira loin avec son Excellence Alassane Ouattara, qui nous a démontré une fois de plus son caractère humaniste, en plaçant l'homme au centre de tout, en plaçant son collaborateur Amadou Gon, qu'il a perdu malgré les appels incessants des instances du parti. Il a demandé que nous puissions lui accorder un moment de recueillement. À l'écouter, nous sommes déjà heureux de savoir que demain sera meilleur pour la Côte d'Ivoire, demain sera meilleur pour le RHDP. Je repars très confiante parce que le président Alassane ne peut jamais nous laisser tomber. Il ne peut pas nous laisser tomber. Il doit faire encore un sacrifice, un nouveau sacrifice. Nous ne pouvons que nous soumettre à la décision qui sera prise. Peu importe la décision, nous sommes des soldats, nous sommes des disciplinés, nous nous soumettrons à la volonté du parti pour effectivement aller sur le terrain et travailler comme il se doit. Ce conseil politique est un plaidoyer que le RHDP fait à l'endroit du président Alassane Ouattara. C'est vrai qu'il y a des principes sur lesquels il ne transige pas, mais il y a aussi les événements de la vie qui font que par moment, il y a des principes sur lesquels on peut transiger. Et c'est la raison pour laquelle le RHDP, à travers ce conseil politique, va lui demander, par un plaidoyer, de porter encore la Côte d'Ivoire pendant 5 années. Il nous a dit qu'il n'a jamais déçu ses frères et sœurs militants du RHDP et en général les Ivoiriens. Donc nous savons que la réponse sera oui et qu'il y a déjà une bonne réponse pour nous. Le chemin du devoir et celui de l'avantage se croisent qu'exceptionnellement. Ce serait un devoir pour lui. C'est un devoir pour lui d'être notre candidat et un avantage pour nous, cette nouvelle génération, pour que notre avenir soit assuré parce que nous sommes convaincus que c'est l'homme qu'il faut. Le président de la République a parlé de la cohésion du parti. Nonobstant sa candidature ou pas, le parti doit être dans la cohésion. Il a dit que son souhait, c'est la victoire du parti au soir des élections. Ce qui est important et que nous devons retenir, le président parle de la préservation de la paix de ce pays, il parle de la cohésion du parti et de la victoire du parti. C'est demain, vendredi, que les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent la Tabaski. Contrairement à la fête de Ramadan du fait du Covid-19, le COSIM et le CODIS confirment la tenue de la prière officielle à la grande mosquée de la Riviera Golf demain à partir de 9h. Paragas reconnaît. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in.
communiqué portant réglementation des prières de masse. Suite au communiqué du Conseil national de sécurité de ce jeudi 30 juillet 2020, annonçant la levée des restrictions sur le nombre pour les rassemblements de personnes et tenant compte de la déclaration des imams en date du lundi 27 juillet 2020, informant la communauté nationale de la date de la fête de la Tabaski en Côte d'Ivoire, le comité de veille invite les fidèles musulmans à la célébration de l'Aïd el-Adha et des prières de Jumu'ah sur toute l'étendue du territoire national à partir de demain vendredi 31 juillet 2020. Vu la situation sanitaire du moment, le comité de veille Covid-19 de la communauté musulmane insiste auprès de tous pour le respect des gestes barrières en vigueur, notamment le lavage des mains avec de l'eau et du savon ou l'utilisation du gel hydroalcoolique, la distanciation physique, le port de masque et l'utilisation de son tapis individuel, les poignées de main et les accolades. Le comité de veille recommande aux imams de bien vouloir réduire le temps des sermons pendant l'office. Le comité de veille attire l'attention des imams et des responsables des comités de gestion des mosquées sur la nécessité de l'observation des mesures ci-dessus énumérées. Pour cette célébration de la Tabaski, cette année, ce sont un peu plus de 115 000 têtes de petits ruminants qui ont été mises sur le marché. Le ministre des Ressources animales et halieutiques a visité des parcs à bétail dans les communes d'Adjamé et d'Atekoubé. Jean-Luc Bangbo. Parc à bétail d'Adjamé. Des moutons à perte de vue. La Tabaski n'a jamais aussi bien porté son nom, la fête du mouton. Mais dans ce large éventail, Mao Yakin a du mal à trouver son compte. Moi, on parle de 200 000, plus moins cher même, on parle de 100 000. Ça fatigue. Pour cela, je sais qu'au fur et à mesure qu'on est tourné un peu. Drissa, lui, n'a pas hésité à faire une rallonge sur son budget pour s'offrir son mouton. Cette année, franchement, j'avais un budget de 120 000, mais apparemment, j'ai trouvé le mouton que j'ai aimé et on m'a proposé que le mouton est à un prix de 150 000 et j'étais obligé d'acheter. Le prix, la sempiternelle équation à résoudre pour les acheteurs de moutons à la veille de la fête de Tabaski, le jour où les vendeurs réalisent leurs meilleures affaires. Ça sort un peu, mais ça n'a pas encore fini. Mais ça sort un peu. Aujourd'hui, là, peut-être, même si ça n'a pas fini, ça ne reste pas beaucoup. S'assurer que le marché est suffisamment approvisionné, mais surtout qu'il n'y a pas de flambée des prix. C'est la raison de la visite du ministre de tutelle sur quelques parcs à bétail d'Abidjan en cette veille de fête. C'est plus de 115 000 petits ruminants, c'est-à-dire tout ce qui touche les moutons, les chèvres. C'est plus de 115 000 qui sont arrivés depuis une dizaine de jours sur la capitale pour qu'on n'ait aucune difficulté d'approvisionnement lors des 2 jours sur lesquels se repose, on va dire, la vente, l'essentiel de la vente. Il ne faut pas se saisir de cette période pour augmenter les prix. Parce qu'il s'agit pour nous, d'abord et avant tout, d'une fête religieuse. 115 000 têtes réparties sur les 5 parcs à bétail que compte le district d'Abidjan. La pandémie du coronavirus n'aura donc eu aucune incidence sur l'approvisionnement du marché. 80 à 70% vient du Burkina Faso et le Mali 15% ou 20% et le Niger, Mauritanie 5%. Le mouton ne manquera pas le jour de la Tabaski, a ainsi rassuré le ministre, poursuivant auprès des vendeurs du jour la sensibilisation à la pratique de la vérité des prix. Pour assurer cette disponibilité sur les marchés, la Côte d'Ivoire se tourne vers des pays comme le Burkina Faso, un pays qui fournit plus de 75% de la consommation locale. Comment ce ravitaillement est-il organisé? En cette période de Tabaski, Kader Sogodogo nous propose une incursion dans l'univers des exploitateurs de bétail, direction le Burkina Faso. Marché principal de bétail de Tanguin, nous sommes en plein cœur de Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. C'est d'ici que partent les chargements de bétail pour des pays comme le Ghana, le Togo, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Le Burkina Faso, qui a cette terre propice à l'élevage,
investit de forts dividendes dans le commerce de bétail qui contribue énormément à son économie. 20% du produit intérieur brut, comparativement à la Côte d'Ivoire qui enregistre moins de 5%. Il est donc clair que pour ses besoins en protéines animales, la Côte d'Ivoire se tourne vers un grand producteur comme le pays des hommes intègres. En période de célébration de l'Aïd el-Kébir, la demande connaît un pic, surtout en ovins. En 2019, les responsables de la filière bétail et viande du Burkina Faso ont convoyé vers la Côte d'Ivoire plus de 700 camions, ce qui tourne autour de 250 000 têtes de moutons. Et pourtant, des pays comme le Ghana, le Togo ou encore le Sénégal se présentent en potentiel concurrent de la Côte d'Ivoire. Pour 2020, la destination Côte d'Ivoire reste la priorité du Burkina Faso. La Côte d'Ivoire, c'est un pays frère. Nous travaillons ensemble. Au moment de toutes les années de Tabaski, nous amenons nos animaux envers la Côte d'Ivoire parce que c'est un pays côtier et nous sommes un pays éleveur. Malgré la fidélité du marché burkinabé, l'approvisionnement en 2020 est rendu difficile par les activités terroristes dans le nord du Burkina Faso. Pour avoir le mouton, c'est pas facile. Et puis le Burkina, ici, actuellement, il y a le bandit là, qui sont au village là, attaquent le village, les gadis là, tout ça là, c'est pas bon. Ça garde nos marchés. La conséquence directe du terrorisme est la cherté du mouton sur les marchés au Burkina Faso. Les échanges sont parfois difficiles, comme ici à Bobo Dioulasso. Je voulais diminuer ça, on a trouvé d'accord quoi. Ok, il faut donner 170 000. Ça c'est beaucoup. Bon, mon dernier prix fait 160. Il faut laisser 75 000. Ça ne peut pas. C'est un prix d'un poulet. Hein? Grâce à la stratégie mise en place par le président de la Confédération des fédérations bétail et viande de l'UEMOA, avec résidence à Abidjan, Isiaka Sawadogo, la destination Côte d'Ivoire reste une priorité. Ces hommes sont sur le terrain. Nous, Dieu merci, on a un patron qui est le président du conseil administratif des filières bétail, M. Elhaj Sawadogo Isaka. Lui, il nous aide vraiment techniquement et financièrement. Nous-mêmes, notre exportation dans l'ensemble de l'année, Côte d'Ivoire seul prend 85% des animaux. Les difficultés même que souvent nous rencontrons ici, nous ne les rencontrons pas en Côte d'Ivoire. Quand nous, on prend ici à la Côte d'Ivoire, les frontières ivoiriennes, ça nous vaut à peu près 140 km. 140 km pour un chargement, nous dépensons à peu près plus de 250 000 à 300 000 francs pour 145 km au Burkina ici. Or pourtant, pour 600 et quelques de Abidjan à Ouangolo, nous ne dépassons pas plus de 80 000 francs. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de problème au niveau de la Côte d'Ivoire. Les camions de moutons sont convoyés en Côte d'Ivoire. À Ouangolo-Dougou, la porte d'entrée, les services vétérinaires examinent les bêtes. Les convoyeurs également sont soumis à des exigences sécuritaires et sanitaires. Regardez les statuts vaccinales en ce qui concerne la lutte contre la fièvre jaune et la méningite. Donc ceux qui ne sont pas à jour au niveau de la fièvre jaune, on profite pour leur demander de se mettre à jour. Et c'est obligatoire. Tout est mis en œuvre pour ravitailler le marché ivoirien. Une fois que les camions arrivent ici, on essaie de partager les camions dans toutes les villes de la Côte d'Ivoire. Daloa, San Pedro, Soubré, Gagnoua, Ma, Daoukro, Bayakro, partout où les musulmans se trouvent, on essaie de faire partie les camions dans ces zones-là pour que là où se trouve un musulman doit avoir son mouton. Au total, les échanges commerciaux entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire dans le domaine du bétail se portent bien. Les différentes rencontres dans le cadre du traité d'amitié et de coopération TAC entre les deux pays ont certainement facilité les choses. Pour cette année, la tendance est à la baisse à cause du terrorisme au Burkina Faso. Il faut donc s'attendre à un coût élevé du mouton à Abidjan et sur les autres villes de Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, 30 juillet, marque la journée mondiale de la lutte contre la traite des personnes. En Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle a eu lieu dans la commune d'Abobo. Une commémoration qui vise à sensibiliser les populations, notamment sur les dangers de la traite des personnes, afin qu'elles s'engagent aux côtés de l'État à y mettre fin. Franck Quadio. Hervé Ndri est un ex-patron de société coopérative, ce qui ne l'a pas empêché de tenter l'aventure dans le golfe Persique, une aventure malheureuse. Aujourd'hui, à la demande du ministère de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté,
Il partage avec les populations d'Abobo son aventure manquée. Je suis allé à la recherche du mieux-être, mais malheureusement, je deviens esclave, un homme à tout faire. J'étais privé de mes droits, c'est-à-dire mon passeport, tout était confisqué. Et en dehors de ça, j'ai été exploité dans le désert. Mon employeur qui me menaçait tout le temps, il me menaçait comme quoi il m'a acheté à 450 dinars, environ 800 000. En Côte d'Ivoire, selon le Comité national de lutte contre la traite des personnes, on enregistre sur la période 2019-2020 377 plaintes relatives à des cas de traite et d'exploitation d'enfants, d'interpellation de 74 trafiquants, dont 34 Ivoiriens et 40 étrangers. C'est pourquoi, à la faveur de cette journée de lutte contre la traite des personnes, le gouvernement est venu réaffirmer sa fermeté à lutter contre ce phénomène. La Côte d'Ivoire est résolument engagée à la lutte contre la traite des personnes. Et c'est un vœu très cher à Monsieur l'Excellence, Monsieur Alassane Ouattara. Et il a fait pour lui une lutte personnelle. Une volonté saluée par les communautés et les partenaires au développement. La loi qui a été adoptée en 2016, de plus en plus, elle est connue par l'ensemble des acteurs, notamment les acteurs en charge de la détection, de la répression, de la lutte contre la traite. Ici, j'ai fait allusion aux forces de l'ordre, qui de plus en plus connaissent les sens de cette loi, mais surtout les magistrats qui sont appelés à appliquer cette loi. Donc cette évolution nous rassure dans le sens où aucun fait de traite ne va rester impuni. Parce que la loi, elle existe, mais la loi, elle est connue, elle est appliquée. Ce sont au total 1157 victimes secourues dans le cas de la traite et l'exploitation des enfants, dont 490 mineurs et 667 adultes. 450 victimes sont ivoiriennes et 707 étrangères. Rappelons que le thème retenu au plan national pour cette journée est « Engagé à la cause, travailler sur la ligne de front pour mettre fin à la traite des humains ». Dans le cadre du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC, le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes a visité des entreprises de la commune de Cocody. Leur particularité, elles emploient des jeunes issus de ce projet du gouvernement. Franck Wadio. Le ministre de la Promotion de la Jeunesse et de l'Emploi des Jeunes, Touré Mamadou, rend visite à quelques bénéficiaires du projet Emploi Jeunes et Développement des compétences PGDEC. Dans la commune de Cocody, quartier Angré, ils sont plus de 120 aujourd'hui employés définitivement par 2 entreprises après une période de stage. Moi, j'ai commencé mon stage ici, grâce à PGDEC, comme je l'ai dit, en 2019. J'ai répondu à une annonce qu'ils ont mise sur leur page, une annonce de PGDEC Côte d'Ivoire. Et après 6 mois de stage, j'ai été embauchée. J'ai été embauchée directement à un CDI. Aujourd'hui, je suis stable professionnellement et tout va bien. J'encourage aussi les amis qui cherchent du travail, de l'emploi, à s'inscrire sur le programme PGDEC. Dans cette entreprise spécialisée dans l'événementiel et dans cette autre, dans la production en énergie solaire, un message d'encouragement envers les responsables et nouveaux jeunes travailleurs, mais aussi pour le ministre Touré Mamadou, mieux s'imprégner de leur réalité quotidienne. Cette visite m'a permis de constater que nous avons un dispositif qui marche. Je me réjouis aussi que ces entreprises se satisfassent donc de la qualité des jeunes qui sont amenés à venir donc faire des stages et à travailler à leur sein. Nous allons poursuivre donc nos efforts en faveur de l'insertion des jeunes dans notre pays avec l'aide évidemment de ces entreprises. Et cette visite nous a permis aussi de toucher du doigt certaines réalités et essayer de voir les points d'amélioration pour que ces entreprises puissent faire beaucoup plus qu'elles ne le font actuellement. Appel alors aux jeunes à s'inscrire sur les différentes plateformes d'aide à l'emploi des jeunes. Pour rappel, le PGDEC a bénéficié du financement de la Banque mondiale depuis 2012. La deuxième étape de la mise en œuvre en cours jusqu'à fin décembre 2020 permettrait de faciliter l'accès à l'emploi de quelques 31 500 jeunes selon le ministère de l'Emploi des Jeunes. Notons-le, la visite du ministre aux entreprises partenaires se poursuivra dans les prochains jours.
La gendarmerie nationale accueille 331 nouveaux gendarmes. Ils sont issus de la 20e promotion des élèves sous-officiers de l'école de gendarmerie de Torogwe dans le département de Daloa. Des nouvelles recrues qui intègrent ce corps d'élite après une formation de 2 années. Abou Sanogo. École de gendarmerie de Torogwe dans le département de Daloa. Centre de formation et d'entraînement de la gendarmerie nationale. 331 élèves sous-officiers, dont 14 personnels féminins de la 20e promotion baptisée Maréchal des logis chef Kofi Nandji Félix, quittent les salles de cours après y avoir séjourné 2 années. Ils ont eu pendant le temps de leur formation à étudier et à pratiquer des modules tels que la police judiciaire, la police administrative, le maintien de l'ordre et l'intervention professionnelle. Et ils vont avant leur départ prêté en présence du commandant supérieur de la gendarmerie nationale et du représentant du ministre d'État, ministre de la Défense, le serment d'allégeance à l'État de Côte d'Ivoire et remettre le glaive, symbole de la gendarmerie nationale, à leurs cadets qui en assureront sa garde le temps de leur année de formation. Ces nouveaux gendarmes deviennent ainsi la probité du pauvre, la paix du riche, l'espoir du juste et l'effroi du hors-la-loi. Nous sommes dans une année importante. Une année où la gendarmerie doit faire montre de toutes ses qualités de grande institution républicaine et donc de corps d'élite. Je vous demande de prendre très au sérieux les entraînements, de demeurer disciplinés et d'être vraiment les amis de la population. Quant au représentant du ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, il a appelé la promotion sortante à faire preuve de courage et de travail. En prêtant serment ce jour, vous vous engagez à servir votre pays avec honneur et fidélité. Le moment est venu de servir la nation et les populations qui ont décidé de vivre en paix dans notre pays. Vous devrez à chaque instant faire preuve de courage, de dévouement, de sacrifice et d'un engagement sans faille pour la patrie et pour la loi. Des maniements d'armes, démontage et remontage d'armes, parcours bleu et autres exercices ont meublé cette double cérémonie de baptême et de prestation de serment. L'école de gendarmerie de Torogwe a formé à ce jour 11 457 gendarmes, dont la promotion sortante. En sport, à 48 heures de la fin des dépôts de dossiers de candidature pour la présidence de la Fédération ivoirienne de football, la commission électorale de la FIF a reçu ce matin le dossier de Sori Diabaté. L'actuel numéro 2 de la FIF devient la deuxième personnalité à déposer sa candidature après Kwadio Kofi Paul. Jean-Sylvain Esso. Il est 10h40 quand Léon Siassé, directeur de campagne du candidat Sori Diabaté, arrive à la Fédération ivoirienne de football. Il tient en main le dossier de candidature de Sori Diabaté ainsi que ceux des 17 membres de son comité exécutif. Direction, le secrétariat de la commission électorale, 6 au 3e étage, où l'attendent certains membres de la structure en charge des élections et quelques présidents de clubs favorables au candidat Sori Diabaté. C'est finalement à 11h08 que Léon Siassé remet le dossier de la liste conduite par Sori Diabaté au secrétaire de la commission électorale, Samé Tiassé. À votre disposition, une attestation notariée portant constitution du collectif de membres actifs présentant la candidature de M. Sori Diabaté et de sa liste. La composition du collectif est précisée sur l'attestation. Un dossier qui comprend un extrait de naissance, un certificat de nationalité, l'acte de candidature, un chèque libellé à l'ordre de la FIF de 5 millions de francs CFA, un casier judiciaire, le parrainage de 8 clubs de Ligue 1, 10 de la Ligue 2, 24 de la Division 3, 3 groupements d'intérêt, dont celui des médecins. Dans l'après-midi, un troisième candidat s'est déclaré. Idriss Diallo a lui aussi déposé son dossier de candidature devant les instances de la FIF ce jeudi. Le reportage de Patrick Dadier. Jeudi 31 juillet 2020, il est 14h38 lorsqu'Idriss Yassim Diallo arrive à la maison de verre de Tréville.
Il vient déposer son dossier de candidature pour le poste de président de la Fédération ivoirienne de football. Jean-Baptiste Sam Etiassé, secrétaire général de la commission électorale et de recours, réceptionne les différents documents devant un parterre de journalistes. Je voudrais demander à tous les frères de la famille du football de comprendre que nous sommes dans une compétition sportive et rien d'autre. Il faut désarmer les cœurs, il faut désarmer les langues, il faut désarmer les plumes. Le principe du sport, c'est le fair play et c'est l'éthique. Avec un comité exécutif fort de 17 membres, où figurent notamment les dirigeants des clubs et des anciens footballeurs, Idriss Diallo veut faire du football ivoirien un modèle en Afrique et dans le monde. L'élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football est prévue pour le 5 septembre 2020. Idriss Diallo et son équipe n'attendent plus que le feu vert de la commission électorale. Merci à tous de votre attention. Toute la rédaction de RTI 1 et l'équipe technique se joignent à moi pour souhaiter une excellente fête de Tabaski à tous les musulmans. Demain 20h, retrouvez Marie-Laure Ngouran. Bonsoir.